Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une montre vendue à 10 000 € pourrait avoir coûté seulement 1 000 € à fabriquer? Qu'est-ce qui explique un tel décalage de prix entre le coût de fabrication et le prix public vendu dans une boutique officielle ou chez un détaillant? Aujourd'hui, avec Alexandre Léger, nous allons parler des différents modes de distribution. Nous allons aborder la distribution classique, c'est-à-dire via un réseau de détaillants comme par exemple Bucherer, Dubaï, Arige, etc. Nous allons aussi parler de la distribution en direct, donc via la vente en boutique monomarque, et nous allons également aborder la vente en ligne. Nous allons aussi revenir sur l'histoire de la distribution et voir comment cela fonctionne. Quoi de mieux qu'Alexandre Léger pour répondre à nos questions? Merci à toi d'avoir fait Clément. Le déplacement. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'un sujet quand même vachement intéressant parce que beaucoup disent que ce sont les détaillants, justement, qui ont construit certaines marques, notamment. Déjà, toi, d'un point de vue historique, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors, faut savoir, il faut se replacer toujours dans le contexte. Tu connais que ma passion pour la recontextualisation dans l'histoire. On parle de marques majoritairement suisses, allemandes, américaines, japonaises, françaises, etc. Donc déjà, il y a des pays producteurs plus que d'autres dans l'horlogerie. Donc on va dire qu'il y a 5, 6, peut-être 10 pays qui ont produit de l'horlogerie. Néanmoins, l'horlogerie, elle est aujourd'hui, maintenant, et même il y a 100 ans, elle était quasiment disponible dans le monde entier. Donc comment tu fais partir de ton endroit de production à tes endroits de distribution, ces objets que tu fabriques, eh bien, il faut que tu aies des revendeurs. Les revendeurs, en fait, il faut imaginer que les vendeurs de montres, ceux qui étaient à la manufacture, ils prenaient à la limite une mallette et ils partaient faire la tournée des Grands-Ducs dans un pays ou dans une région du monde. Ils disaient, voilà, j'ai ça pour l'année 1922, 1954, est-ce que ça vous intéresse, etc. Est-ce que je peux vous produire une particularité parce que vous avez des taxes supérieures pour les métaux, etc. ou autres. Et à ce moment-là, en fait, tu avais des VRP de l'usine qui allaient voir des détaillants dans le monde entier. Mais quand tu dis revendeur, tu parles de distributeur? Oui, c'est ça. Et en fait, ces distributeurs, ces revendeurs, t'en avais qui étaient au fin fond d'un petit bled, et puis tu avais les 3 ou 4 grands qui étaient de la grande ville ou de la capitale du pays, et qui se battaient des fois pour avoir un modèle en particulier ou autre. Et c'est vrai que quand tu étais présent dans un de ces grands distributeurs, ces grands magasins multimarques, comme on pouvait penser à l'époque, c'était des voies gages de reconnaissance. En disant, si monsieur Intel qui possède le grand magasin Place de l'Opéra ou à Londres ou n'importe quoi me sélectionne moi en tant qu'horloger, c'est que je dois avoir un niveau de qualité, c'est un peu luxueux, etc. Donc, être dans certaines de ces boutiques, c'était extrêmement valorisant pour les marques. Et forcément, ça faisait plus de ventes. Voilà, ça faisait plus de ventes. On n'appelait pas ça des collaborations, mais des fois, ils mettaient des doubles signatures. On a déjà entendu parler du nom double signature. Tu as comme Patek et Tiffany. Voilà, Patek et Tiffany. Tu as Haussmann à Rome. Tu as Asprey. T'en as eu plusieurs. Pas mal. T'en as un ou deux par pays, des fois, où tu montres que quand tu es distributeur et que tu mettais sur le cadran ou dans le boîtier ton nom en double signature, ça veut dire vraiment que en tant que vendeur, distributeur, tu croyais vraiment à la marque. Ou alors que tu avais un modèle spécial. C'est vraiment qu'il y avait une relation privilégiée entre la manufacture et son vendeur. Ça, c'est de tout temps, on va dire. Des fois, même, c'était avant que la distribution comme ça physique existe dans une boutique. Tu avais aussi une distribution, des fois, qui était par courrier. Donc, si tu veux, un peu façon catalogue, La Redoute, etc., pour les plus jeunes qui nous suivent, enfin, pour les plus vieux, c'est là où je me dis que je suis vraiment un vieux con, mais tu achetais aussi sur catalogue. Tu avais des montres qui étaient disponibles, tu avais la montre qui était disponible dans ton magasin le plus proche, mais tu disais, non, mais attendez, moi, je suis sportif, est-ce que la marque machin, elle n'a pas un chrono avec une lunette tachymétrique parce que je suis sportif. Écoutez, non, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais regardez dans le catalogue, dans la publicité d'époque. Et par exemple, nous, ça nous sert beaucoup en tant qu'experts d'avoir les publicités d'époque des revendeurs parce qu'on voit les photos de ces montres-là, parce que voilà, Omega, qui dit Bird à Paris, revendait des Omega avec la matière luminescente, avec les chronos, avec les petites cases de multicouleurs, etc. On sait que cette pub-là, elle a été lancée en 1905.
Donc on sait que ces montres-là, elles ont été bien revendues par Keurig Bird en 1905 à Paris. Et donc nous, même pour nous, le fait d'avoir ces documents papier, ça nous donne des indications sur qui revendait quoi. Ok. Et en plus, des fois, tu avais un autre truc qui est le Saint Graal, c'est quand tu avais des papiers, alors c'est un peu plus tardif, peut-être qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tu avais dans tes papiers qu'on te livrait avec ta montre, tu avais la liste des revendeurs officiels par pays. Donc tu disais, moi, manufacture Tartampion, je suis distribué en France par un tel à Cannes, un tel à Paris, un tel à Bordeaux, etc. C'est comme ça que nous, on arrive à retracer des fois l'histoire de certaines montres, parce qu'on sait que cette marque-là était distribuée dans cette période-là par tel et tel et tel. Ça, je te parle uniquement de revendeurs. Il n'y a pas de boutique en propre. Ok, donc là, tu parles que des des distributeurs. C'est ça, parce qu'après les distributeurs, il y a les détaillants. Voilà. Donc là, c'est vraiment la boutique physique qui vend. Voilà, ça, en fait, les marques, alors c'est un phénomène plus ou moins récent. On va dire que les marques d'horlogerie, qui étaient en même temps de joaillerie, étaient à l'avant-garde. Je m'explique. Quand tu étais Cartier, quand tu étais Boucheron, que tu étais Piaget, que tu étais Chaumet, etc., tu avais une boutique de joaillerie dans laquelle tu vendais des montres. Oui. D'accord ? Cartier, rue de la Paix, Chaumet, tout ce qu'on vient de dire, place Vendôme, etc. Tu avais 80% de vitrines qui étaient bijoux, par exemple. Tu avais 20% de vitrines qui étaient montres. Mais les montres étaient vendues dans cette boutique propre, mais qui était une bijouterie, propre à la marque, mais aussi ces montres-là étaient vendues dans d'autres boutiques. Bon. Oui. Donc ça, on va dire que c'est spécifique aux montres vendues par des joailliers. Les montres vendues par des manufactures horlogères, le temps qu'elles comprennent qu'elles se fassent des boutiques en propre, pas gérées par quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, là, ça a pris un peu plus de temps. Ça a un coût aussi. Ça a un coût, il faut faire de la présentation qui va avec, il faut les équipes, etc. Alors, c'est un risque par rapport au fait qu'il faut sortir de la trésorerie. Sauf que côté inverse, tu vas gagner plus d'argent. Ouais, forcément, parce que tes marges sont plus élevées. Voilà. Forcément. Et il y a aussi une chose à la fin du XXe siècle et ce qui a encore explosé au XXIe siècle, dans les années 2000, c'est que les marques veulent savoir à qui elles vendent. Et savoir tracer le client. Quand tu vends, t'es Omega par exemple, tu vends à une boutique à Paris. Tu vends à la boutique à Paris. Un boutiquier à Paris. Oui. Tu ne vends pas à monsieur Tartampion, domicilié 15 rue des Peupliers, à je sais pas où. Or qu'aujourd'hui, ce qu'on veut les marques, c'est de savoir quel est le client final. Pour lui envoyer des newsletters, pour lui dire attention, il y a un nouveau modèle qui va sortir, est-ce que vous voulez être invité à une présentation, etc. Garder un lien avec, avoir un fichier client pour qu'il ait envie de racheter quelque chose. Ce lien-là, elle ne l'avait pas quand elle donnait à distribuer à une bijouterie ou à une horlogerie. Elle ne l'avait pas, ce lien, parce qu'elle savait qu'elle avait juste vendu 50 montres à monsieur Tartampion, revendeur à Paris. Ouais. Et ça a changé aussi la physionomie, le rapport que tu avais entre les collectionneurs, les passionnés, les acheteurs de montres et les marques. Puisque avant, tu allais chez un petit bijoutier horloger de ton quartier qui vendait 4 ou 5 marques. Il avait les pièces pour les réparer, c'était plus sympa. Tiens, j'ai un petit problème. Ah, écoutez, cher monsieur, vous l'avez acheté il y a 5 ans. Votre père va toujours acheter des montres chez moi. Allez, donnez-moi ça, je vais vous faire la petite réparation gratuitement. Donc, tu avais un lien de confiance qui se faisait. À chaque anniversaire, à chaque moment important dans ta vie, tu retournais voir cette personne-là parce que c'était ton horloger de quartier, ton bijouterie de quartier, et tu avais un lien de confiance. Aujourd'hui, parce que le mec qui tenait la boutique, il la tenait depuis 5, 10, 15, 20 ans, 3 générations, etc. Aujourd'hui, tu vas revoir des vendeurs dans des grandes maisons, tous les 6 mois, ils peuvent changer. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal... Donc, tu n'as pas de lien qui va se créer, etc. Mais, comme tu disais en introduction, une montre qui va te coûter 1000 balles à produire, que tu vas vendre 3000 à un distributeur pour qu'il la revende 10 000,
Ouais, c'est ça. tu lui laisses se faire une marge de 7 000. Ouais, c'est ça. Mais après, le distributeur, tu as le détaillant. Voilà. Et le distributeur va vendre au détaillant. Là, quand il le fait, quand tu sors de l'usine un truc à 1000 et que tu la mets dans ta propre boutique à 10 000, tu te fais tout. Tu n'as pas d'intermédiaire qui te bouffe ta marge. Ah, ça, c'est clair. La boutique. Et en plus de ça, tu connais ton client. Voilà. Et en plus, tu as affaire à la traçabilité. Donc, si tu veux, les marques, il y a eu un moment, elles ont eu tout intérêt à agrandir leur réseau de distribution interne pour mieux vendre plus, pas plus cher, mais tout du moins vendre avec plus de marge Voilà, et en connaissant mieux leurs clients. forcément. Revers de la médaille pendant le Covid, toutes les boutiques ferment. fermées, toutes les boutiques ferment, sauf que tu as tous les charges qui continuent. Le loyer, un peu d'électricité, le personnel, etc. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est posé la question, est-ce qu'il y a un intérêt à garder ces boutiques physiques en propre de la marque? Surtout que dans les très grandes villes, les très grands distributeurs qui ont fait la renommée il y a 10, 20 ans, 40 ans, ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, des fois, ils sont à 5 mètres. Nous sommes ici à Grand Boulevard, au bout. Tu as un très grand distributeur multimarque qui fait l'angle. Forcément. En face, il y a une boutique qui vend exactement les mêmes produits. Bah, pas très loin, À du moins. Pas très loin. 50 mètres, tu as la place Vendôme. Oui. Et tu as Voilà. toutes les marques. Et tu as les mêmes produits. Et tu as les mêmes produits. Exactement. Quelle est la valeur ajoutée d'aller plus dans la boutique de la marque rue de la Paix que d'aller à l'angle du boulevard des Capucines? Difficile à dire. Et pourtant, la marque, elle va gagner moins d'argent en vendant quelque chose par l'intermédiaire de la rue des Capucines que de la rue de la Paix, par exemple. Ouais, parce que si elle a sa boutique en propre, Voilà. bah forcément. Donc, les marques, elles sont en ce moment... Alors, je parle dans les très grandes villes. J'allais même dire dans les très grandes capitales. Ça pose problème. Donc, c'est des micro-problèmes au vu de la masse qui est gérée par ces boîtes-là. Mais c'est vrai que les marques, ça leur pose question. Il y a certaines marques qui prennent des paris inverses en disant « Je ne revends à aucun autre distributeur. Je gère moi-même tout de A à Z. Je n'ai que 4-5 boutiques dans le monde. » Ou alors directement à l'usine. Ouais. Et je m'évite tous les frais pour la revente. J'évite tous ces frais-là. Tu peux avoir 1000, tu peux avoir Jaune, tous les indépendants, etc. Bon. Et ça, aujourd'hui, c'est une forte tendance parce qu'en plus, ça crée, à mon humble avis, un lien supérieur entre le client collectionneur passionné et la manufacture. Oui, sans passer par un intermédiaire Et en plus. des fois, dans les indépendants, tu vas chercher ta montre à l'usine ou tu vas faire la rencontre du PDG, de l'horloger, etc. Et il y a une relation qui se crée qui n'était plus là et qui aujourd'hui essaie de revenir un petit peu. Et ça donne en plus que les montres sont certes très chères, sont très exclusives. Tu as cette relation en disant « Mais vous savez, moi, ma montre, je connais son fabricant. Celui qui l'a créé, qui l'a pensé, c'est lui qui m'a signé mon certificat d'authenticité. » Ouais, donc ça. Donc ça, si tu veux, ça n'a pas de prix. Où certaines marques ont commencé à fermer des distributeurs pour revenir, pour ouvrir leur propre boutique. Oui, et si tu veux, il y a encore eu un autre paramètre qui s'est mis en même temps. Alors, Alors est-ce que on peut dire que c'est en même temps? Est-ce que c'est contre? Est-ce que c'est en parallèle et que ça les soutient? C'est-à-dire que maintenant, tu as une vente directe via Internet. Oui, et beaucoup de marques. Et j'allais même dire que aujourd'hui, je pense que tu as besoin de voir l'objet sur Internet. En physique. Et après, tu vas le voir en physique. Il y a des gens qui ont besoin de se dire non, mais je l'achète, je le vois en physique, je le touche, je le regarde, machin. Et puis, ils ont besoin de l'avoir quand ils le touchent. Oh, allez, il est trop beau, allez, faites-moi un paquet cadeau. Mais une fois que tu as fait cet acte de venir en boutique, tu la touches, tu souris, ça te rend bien, bon, je vais réfléchir. Le fait qu'ils aient ouvert la possibilité de le mettre sur Internet, que
tu l'achètes sur Internet. Ça te permet d'avoir le temps de la réflexion, etc., de comparer et autres. Et c'est en même temps capter plus de gens, mais en même temps se dire, s'ils ne viennent pas en boutique, je ne sais pas comment je peux les capter. Parce que s'ils ne viennent pas voir l'objet, ils ne vont peut-être pas faire l'acte d'achat. Il y en a des fois qui connaissent l'objet, qui n'ont même pas besoin de se déplacer en boutique et qui font quand même l'acte d'achat sur Internet. Ouais, ça, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a quelques-uns. Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que, alors, à mon humble connaissance, tous les produits ne sont pas disponibles sur Internet. Tous les produits qui sont affichés sur Internet ne sont pas forcément vendus sur Internet. Oui. Exemple, toutes les grosses montres qui sont très recherchées, Patek, forcément. Nautilus, machin, etc. C'est comme il y a 2-3 jours, je viens de regarder que chez Hermès, sur le site Internet Hermès, tu n'as pas ni le Kenny ni le Birkin. Tu ne peux pas commander en ligne le Birkin ou un Kelly. Tu es obligé d'aller en boutique. Voilà. Ouais, après, j'ai envie même de dire. Je suis sûr que tu peux faire un click and buy, tu peux pas faire un e-shop sur chez Patek pour te mettre. Bon, vous mettrez 15 Nautilus. Mais ça, je suis pas sûr. Mais je ne suis pas sûr. Mais j'ai même entendu dire que pendant le Covid, certains de leurs employés leur ont conseillé justement de se mettre davantage en ligne. Et à ce qui paraît, ils auraient refusé. Après, j'ai envie de dire, une marque de luxe, c'est très exclusif. Par exemple, pendant le Covid, moi je le fais dans un autre domaine qui est aussi mon domaine d'activité, les marques de luxe en joaillerie ont vécu grâce à WhatsApp, grâce à Snapchat, grâce à Messenger, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les vendeurs gardaient en relation, tissaient des liens de relations avec les clients. Forcément. Le vendeur qui pouvait être à Paris haute avait possibilité de passer à la boutique, montrer un bijou, etc. Et il faisait des ventes via les réseaux sociaux, via des messageries, etc. Ouais. Et le lien était toujours là. Ouais. Et finalement, avec des téléphones, avec des très belles vidéos, des très belles photos, tu peux autant donner envie. Voilà. Donc, tu vois, tous ces modes de commercialisation, on va dire, de distribution des montres, ça a quand même, en 100 ans, ça a quand même énormément évolué. Énormément évolué. Après, moi, je pense que ça ne va pas être un domaine qui va être révolutionné complètement. Je pense que c'est l'expérience client qui manque de plus en plus. Ouais. C'est-à-dire que il manque, pour avoir fait malheureusement l'expérience, pour faire malheureusement l'expérience très régulièrement, tu vas dans des boutiques, qu'elles soient de la marque en propre ou des revendeurs, les gens ne sont pas si passionnés que ça. Et alors, avant que tout le monde me tape dessus en commentaire, dans les expériences que j'ai eues, alors peut-être que je suis trop chiant, ça je suis d'accord, je plaide coupable, mais c'est des objets passion et je trouve que la vente aujourd'hui, c'est plus fait forcément par des passionnés. Ou alors tout du moins, ils vendent tellement de choses ou trop de choses qu'ils ne peuvent pas être passionnés par ce qu'ils vendent. Et en fait, avant, moi je trouvais que quand tu avais des détaillants qui avaient moins de produits, c'était mieux. C'était mieux avant. Non. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as 5 objets à commercialiser, tu les défends plus et tu sais peut-être mieux les expliquer. Aujourd'hui, moi, ce qui me choque, par exemple, profondément, c'est quand tu vas dans une boutique, où j'appelle ça le champ de poireaux, vous m'excuserez, mais c'est un alignement le plus parfait possible, où tu mets le plus d'objets possible dans une vitrine, parce que le mètre carré dans les grands magasins coûte très cher. Et en fait, tu perds de la visibilité. Il y a tous les modèles, dans toutes les couleurs, dans toutes les tailles, etc. Et parce que le mètre carré dans la boutique coûte très cher, puisque les boutiques sont dans des beaux quartiers souvent, etc., tu as l'impression de tassement, ça fait bourre-nounours, tu mets le maximum de trucs dans le minimum d'espace, et puis finalement, tu es perdu. Et en fait, ce qui nuit beaucoup aujourd'hui à l'horlogerie, c'est que déjà, tu as trop d'offres, tu as trop de modèles dans toutes les couleurs, toutes les tailles, 5 tailles chez certains fabricants, autant de couleurs, etc. Ils devraient mettre plus en avant certains produits, ils devraient mettre plus en avant ou certaines gammes ou autres, mais avec moins d'objets dans les vitrines, parce que trop d'informations tue l'information.
Mais la distribution, comme tout le monde est obligé de se battre en disant si vous ne l'avez pas, vous, en boutique, comme dans la même rue, il y en a 2, ou 3, ou 4. Si vous ne l'avez pas, vous, j'irai chez votre voisin. Donc, si tu veux, ils sont en train un peu de c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que j'essaie de me défendre par rapport à mon voisin qui a les mêmes objets que moi, dans les mêmes vitrines. En fait, c'est assez compliqué. Après, mais comme je disais, mais dans l'intro, on observe vraiment 3 modes de distribution, qui est la manière classique dont on a parlé, qui est via un détaillant, donc c'est-à-dire la marque fait appel à un distributeur qui va vendre aux boutiques, donc à des détaillants, dans un pays en particulier, etc. Donc ça a aussi ses avantages, comme par exemple développer l'international, principalement, et surtout à moindre frais, entre guillemets, mais sans sortir trop de trésorerie. Ça, je pense que c'était valable il y a jusque dans les années 70-80. Après, c'est un peu moins valable. Parce que tu avais un très grand détaillant par pays, 2 très grands détaillants par pays. Ça l'est toujours. Voilà, mais ça y est toujours. Oui. Tu as toujours 1 ou 2 grands détaillants historiques par pays. Et après, tu avais une nébuleuse de plein petits. Ne serait-ce que, pour ceux qui sont passionnés un peu de géographie, la France, son histoire, etc., regardez dans des petits villages. Même dans des petits villages, vous aviez toujours agrément par telle marque, par machin, dans les vieilles boutiques, etc., où vous aviez l'enseigne qui était de la montre qui vendait le plus, ou la marque qui vendait le plus. Tu avais des pays où les marques, elles se sont concentrées sur certains pays. Tu as certaines marques, tu les trouves pas forcément en Europe, mais en Amérique du Sud, tu vas les trouver. Tu vas trouver Omega, c'est ce que je te disais juste avant de commencer. Omega, et je pense que c'est le meilleur réseau de distribution au monde. Ouais, après, d'ailleurs, ça me fait penser à ça, même si Omega ne fait pas partie du groupe Richemont. Mais ce que j'observe, via les différents détaillants auxquels je peux aller tout simplement, le groupe Richemont commence à partir de la distribution classique. Et ce qui fait que certains détaillants sont un peu dans le flou. Certes, ils font rentrer... Bon, après, c'est bien pour les marques indépendantes, parce que forcément, ça laisse plus de place pour certaines marques indépendantes. Mais je me dis que pour le détaillant, il voit peut-être ça d'un mauvais œil. Le fait que certaines grosses marques, comme Vacheron, comme Audemars, comme Richard Mille, même Rolex, qui fait aussi appel à des détaillants, demande à leurs détaillants vraiment d'avoir un très gros espace, ou soit d'ouvrir leur boutique monomarque, via forcément le détaillant. Mais on voit vraiment un gros changement de la distribution et partir peu à peu sur un mode de distribution direct, donc, via les boutiques. Est-ce que pour toi, ça peut causer la perte du détaillant comme on l'entend ? Causer la perte en volume et en valeur. En fait, par exemple, quand tu es un détaillant, tu étais agréé. Parce que dans le détaillant, tu as aussi un truc qu'on oublie souvent, c'est que derrière, tu étais agréé en tant que réparateur. SAV, tout ça. SAV. Aujourd'hui, les SAV, plus personne, c'est très compliqué que tu aies un petit détaillant et que tu puisses gérer du SAV parce qu'il faut des agréments, il faut passer des diplômes dans les manufactures, il faut avoir l'accès aux pièces, etc. Donc c'est très compliqué et ils se faisaient pas mal leur beurre aussi là-dessus, il ne faut pas l'oublier. Quand tu es, évidemment, quand tu dis Richemont part de certains détaillants de plus ou moins grande taille, c'est vrai que quand tu es dans une ville de moyenne importance, où tu es dans une boutique où tu as 4 ou 5 marques du groupe Richemont, alors je dis une connerie, IWC, Jaeger, Cartier, Vacheron. Vacheron, déjà, c'était déjà le haut du panier, mais en gros, les montres luxe, pas luxe plus, voilà. Mais on va dire, allez, Cartier, Jaeger, IWC. Ouais. En fait, c'était des moteurs. C'est-à-dire que tu avais d'autres petites marques à côté, mais tu venais dans la boutique rêver d'une Jaeger à 10 000 balles, tu savais que tu ne pouvais pas forcément te la payer, et tu rentrais dans la boutique, tu regardais ça, et puis tu ressortais un autre truc, tu ressortais avec une Hamilton qui était rectangulaire à 1500 balles. Mais c'était d'avoir ces marques-là dans ta vitrine, c'était vraiment des locomotives. Ouais, ça amène du trafic. Voilà. Donc si tu perds la locomotive, les wagons ils vont se trouver quand même bien seuls. Oui. Il n'y a rien qui va les faire avancer.
Et d'ailleurs, on l'a vu, où certains détaillants qui ont perdu la marque Rolex, ça fait... Rolex a une politique, c'est-à-dire que c'est très compliqué. Tu sais que Rolex, fondation, machin, on ne sait pas grand-chose. Mais Rolex, c'est comment dire, j'allais perdre à son propre jeu, c'est pas son jeu, mais tu disais à un revendeur, je vous donne des objets. Mais tu ne savais pas comment il les revendait, à combien il les vendait et à qui il les revendait. Oui. J'ai lu il y a 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était une note interne de chez Audemars, qu'en gros, c'était des prix conseillés. D'accord, mais donc Donc, en gros, et je crois que c'était chez les Italiens, nos amis italiens, je n'ai rien contre. Ouais, mais on en avait parlé. Que le Audemars et Italie disaient, c'est des prix conseillés. Hein. Vous voulez la vendre 100 000 de plus. C'est un prix conseillé. Nous, on ne veut pas le savoir. C'est l'hypocrisie totale. Donc, pour ça que les marques, elles se sont dit, non, mais attendez, vous me voulez dans votre giron, dans votre boutique ? Bah, je veux la plus grande stand, je veux à l'entrée, je veux une personne dédiée, je veux que vous me preniez tant de marchandises, etc. Ah, mais vous allez nous donner des Daytona et des Submariner. Non, je vais vous donner des Paul Master et je vais vous donner des OP 23 mm, 21 mm, mais on ne les vend pas. Mais oui, mais voilà. Ah oui. Vous allez justement, parce qu'on ne les vend pas, que vous allez les acheter, cher monsieur. D'ailleurs. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, mais ça me fait penser, en parlant des modèles un peu invendus, que partir via un réseau de distribution aussi, mais quand parce que le détaillant, je crois qu'il achète le stock en amont. Tu veux me parler du marché gris, toi ? Exactement. Et tu vois où je veux en venir, et donc forcément. Oui, heureusement, c'est mon métier, t'es gentil. Et donc, forcément, mais comme il a un certain stock sur les bras d'invendus, qu'est-ce qu'il fait ? Il va les brader. Et donc, ça se retrouve où ? Il les brade pas. Enfin, il va les vendre moins cher que le prix conseillé. Voilà. Il les brade pas. Brader, c'est j'achète un truc 1000 balles, j'arrive pas à le vendre, il faut vraiment que je le vende à perte, je vends 500 balles pour le brader. Là, il achète un truc 3000 à la manufacture, prix conseillé de vente 10 000, il dit je vais le vendre 6. Donc, il peut annoncer 40% de moins, entre 10 000 et 6 000. Il peut dire moins 40% sur l'objet. Ouais. Et lui, il a gagné, acheté 3 000, vendu 6, il a gagné 3 000. Il a fait x2. Ouais. Au lieu de faire x3 ou 3,5, il a fait que x2. C'est déjà bien, mais il n'a pas perdu. Non. D'accord ? Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est ce qu'on appelle le marché gris. C'est-à-dire que les boutiques qui revendaient ces montres-là achetaient à un certain prix, un prix défiant toute concurrence, qui est normal, hein, mais ils les revendaient à un prix qui n'était pas le prix public conseillé. Oui. Et il y avait aussi un truc, alors il y a 10 000 histoires que je pourrais te raconter, je pourrais t'en parler pendant 2 heures, mais par exemple, les marques, elles disaient, bon, vous m'en achetez 10 de ce modèle-là. Vous m'achetez une bleue, une noire, une machin, etc. Un grand modèle, un modèle sport, etc. Tu sais que pour avoir le modèle qui se vendait super bien, il fallait que tu aies 2-3 trucs, 2-3 saucisses que personne ne voulait. Mais tu t'en foutais parce que tu avais le modèle rare. Tu avais le modèle rare où tu en avais 3 ou 4 qui se vendaient comme des petits pains. Et même le modèle à saucisse, le truc invendable, comme tu le payais un quart du prix retail, un quart du prix public conseillé, même si tu le passais en marché gris à 50% de sa valeur, tu gagnais encore de l'argent. Donc en fait, ça s'alimentait tout seul, le marché gris s'alimentait tout seul. Oui. Et ce qui se passait, c'est là aussi qu'il y a eu un problème, c'est que Chrono 24 a fait très mal, j'allais être vulgaire, a fait très mal, c'est que tu mettais, les gens ils revendent des... Alors est-ce que c'était les mecs directement du marché gris ou pas, je ne sais pas. Mais les mecs ils revendaient neuves au marché gris, un truc qui valait 15 000 en boutique, ils leur vendaient 6 000. Oui. Et donc la marque se disait, mais attendez, pour l'image de marque, ouais, c'était catastrophique. Normal. C'était catastrophique. Normal. Ça l'est toujours. Voilà. Quand même un peu moins quand même. Un peu moins, mais tu as pas certaines toutes les marques. Et voilà. voilà. D'où le fait de dire non, on produit à compte-gouttes, on est limite, etc. Bon, c'est pour éviter du marché gris. Il faut quand même pas non plus se cacher. Moi, je connais une marque qui est chère à mon cœur pour avoir fait une vente, qui a quand même rapatrié ses modèles en or pour les refondre. Hein. Ok, carrément. Voilà. Donc c'était quand même limite. Hein, et je te parle de ça. C'est pas il y a 50 ans. Hein, c'est il y a
Il y a quelques années. 10 ans. Donc, c'est quand même très proche. Hein. C'est très proche. Aujourd'hui, c'est ce que je dis dans tes vidéos, certaines marques feraient un truc extrêmement moche, tellement que tout le monde en veut, ça se vendrait. Mais à une époque, c'était compliqué quand même l'horlogerie. Hein. Et quand je dis vraiment que le marché gris a fait très très mal, il y a des marques, on regardait même pas le prix neuf. On regardait même, nous, même en tant qu'experts, on disait mais je l'ai payé 10 000. Je dis mais non monsieur, vous l'avez pas payé 10 000. Si. Tu retournais l'étiquette, c'était moins 50% ou c'était 6 000. J'ai dit non, vous l'avez payé 6 000. Oui. J'ai dit, en fait, la cote, c'est 50%, c'est 50% de 6 000, donc c'est 3. C'est pas 50% de 10 000, c'est pas 5. Je dis, monsieur, personne n'en veut. Déjà, à 6 000, personne n'en voulait. Vous l'avez acheté 6 000 parce que vous vous êtes fait plaisir, je suis content pour vous, mais dans la tête des gens, ça n'a jamais valu 10 000. Ah, moi, j'ai des montres. Dans une prochaine vente à la rentrée, j'ai une très grande marque du groupe LVMH, c'était moins 50%, Hublot. moins 50% dans un très grand magasin de l'Ouest parisien. Okay. Donc une bijouterie, ils vendaient moins 50% une marque du groupe LVMH. Moi, ça ne me choque pas. Mais jamais les clients se sont dit, cette montre-là vaut 8 000 en boutique. Jamais personne ne l'aurait acheté 8 000 en boutique. Tout le monde attendait une solde, etc. Avec ta carte de réduction du très grand magasin, etc. En disant, si je l'achète à moins 50, ça va. Ouais. Et il y a quelques marques, malheureusement, qui ont fait ça. Alors, subi volontairement ou involontairement. Et ça les a littéralement plombés. Et encore aujourd'hui, je ne citerai pas de marque pour pas leur faire d'affront. Mais réellement... Est-ce que je peux les citer ? Non, mais ça sert à rien. Moi, j'aime pas tirer sur les ambulances, mais elles payent 10, 15, 20 ans après des mauvaises pratiques, des mauvaises techniques de vente. Des mauvaises, est-ce que je le fais moi-même, est-ce que je fais par un distributeur, etc. Ou tout du moins, elles n'ont pas su gérer leur distributeur en disant non, mais vous faites pas, vous cassez pas les prix, etc. Je préfère à la limite me les racheter. Moi-même, ce que je fais, j'ai appris ce terme-là des ventes hôpital. Je le vends à mon personnel à 10% de 10% du prix boutique, etc. Ou je le fais à des collaborateurs ou alors à des très 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 bons clients. Mais je le fais un peu plus ou moins off. Mais je ne demande pas à mon distributeur de tel pays ou telle ville de me coller 20% de son stock sur un Chrono 24. C'est boum, c'était la balle dans le pied. Ouais. Et puis ça a beaucoup porté préjudice aux marques. Et je te dis, honnêtement, aujourd'hui, ça leur porte encore préjudice. Et le fait de passer aujourd'hui à une distribution directe, en boutique propre ou sur Internet, c'est mieux pour elles. C'est vrai. Et même à la limite, pour une question de production, tu ne surproduis plus. Tu préfères dire, écoutez, dans 4 jours, c'est livré, plutôt que de faire des stocks. Parce que c'est plus rentable pour toi. Je ne dis pas que les montres, si elles ne sont pas vendues, elles passent au pilon. Il ne faut pas déconner non plus. Enfin, je ne le souhaite pas. Sinon, la Fondation Alexandre Léger veut bien les récupérer. Mais je ne pense pas qu'ils les passent au pilon. Enfin, mais qu'est-ce que tu appelles pilon ? Pilon, c'est les écraser, etc. Mais ouais. tu les écrases pas. Mais j'ose espérer pour elles. Mais en plus, tu as des mouvements, tu as des composants, tu peux peut-être même les réutiliser, etc. Mais aujourd'hui, oui, le système de distribution. Et après, si tu veux aller un peu plus loin et pour ouvrir ton sujet et ton débat, tu as après des indépendants que tu connais qui ne sont pas des grands groupes de redistribution façon Bucherer et autres, qui sont des indépendants, qui sont vraiment des gens pointus, qui vont sélectionner un type de montre, certains horlogers indépendants, qui vont avoir des marchés de niche, et là qui vont, à l'inverse, promouvoir, aider la marque. Laurent Picciotto le fait très bien, il y en a d'autres qui le font très bien, où ils te sélectionnent 5, 10, 15 marques. Alors, t'en as qui sont pas du tout confidentielles, que tout le monde connaît. Des fois, ils font des collabs avec, pour montrer, voilà.
pour Bulgarie, etc. Ils font des collabs avec pour montrer l'importance du distributeur. Mais également, ils disent tiens, je vais aider quelqu'un, un jeune, je vais aider un indépendant, tiens, je vais le mettre chez moi façon pop-up store, façon j'y crois, je le sponsorise et autres. Et là, finalement, le revendeur, le détaillant devient, j'allais dire, aussi important que la marque. En tout cas, est un soutien très important pour la marque. Ah, forcément. Et suffit que ce détaillant ait une communauté de gens qui le suivent en disant « Mais toi, tu es un dénicheur de talent, toi, tu es quelqu'un qui va me conseiller, au lieu de mettre 20 000 balles dans une montre que tout le monde a, tiens, je préfère mettre 15 000 balles dans un indépendant, etc. » Ces gens-là ont la capacité d'avoir un cercle de clients fidèles qui peuvent soutenir une marque, etc. Tu fais une collab ou tu fais une souscription, etc. Et c'est vrai que c'est très rare, ce type de gens. Et si on veut encore pousser encore le bouchon plus loin, c'est façon Dinky, etc., où tu fais une collab avec un média horloger qui n'est même pas revendeur, mais qui en devient, etc., où tu fais appel à une communauté qui te suit pour limite faire un produit que la communauté a envie, que la marque est OK, pour le revendre à cette communauté. Ouais. Le cercle. Mais ça, c'est très rare. C'est du microcosme, je vous l'annonce tout de suite. Si j'ai un ou deux exemples... moi, il y a Code 41. Voilà, ça, je pense qu'il y a une ou deux boutiques japonaises qui le font. À Paris, il y en a une, etc. Il y en a que très peu. C'est les deux mains ça se compte sur les deux doigts d'une main, dans le monde. Mais effectivement, c'est des gens qui lancent une tendance, etc. Et ce que j'aime, c'est chez ces gens-là et chez les indépendants qui ont été à leur début dans ces maisons-là, souvent ils leur sont fidèles. C'est-à-dire qu'ils ont commencé tout petits. Ces gens-là, ces distributeurs, les ont aidés, et 5, 10, 15 ans après, quand ils sont devenus un peu plus importants, ils leur restent fidèles. Tu pourrais leur dire, pas toujours. Voilà. Pas toujours. Oui. Mais bon, tu pourrais être aussi un gros con et lui coller dans la même rue une boutique officielle à 5 mètres de la tienne. Ce qui, à ma connaissance, ne sont pas tous comme ça, mais il y a quand même un respect, forcément, un remerciement, en disant non, mais lui, il m'a aidé, donc... pour la France ou pour tel pays, ça sera lui. Mais je redis encore, c'est du microcosme, c'est vraiment des très très petits. C'est clair. Merci à toi, Alexandre, mais je t'en prie. Pour ce sujet. D'ailleurs, dites-nous si vous avez des questions sur les différents modes de distribution, que ce soit sur les détaillants, les distributeurs, etc. Dites-nous tout ça dans les commentaires et allez checker l'ancienne vidéo que l'on a faite qui s'affiche juste là. Et on vous dit à tout de suite.